You need to leave, now. What? I'm just having a coffee. The manager says you're making people uncomfortable. You're trespassing on private property. I bought this coffee 10 minutes ago. I'm not bothering anyone. Are you leaving or do I need to remove you myself? You're making a mistake. FBI Special Agent. I don't care if you're the president. Officer Craig Bartlett. Vous ne pouvez pas faire ça. Je connais mes droits. Ces mots, prononcés plus tard avec le désespoir d'un homme voyant sa carrière s'effondrer, scelleront le destin de Didier Moreau. Cet enregistrement est la pièce maîtresse d'un dossier documentant comment un préjugé racial dans un café parisien a coûté à un policier de 48 ans la somme exacte de 150 000 € et ses 22 années de service. L'incident, filmé par 3 caméras le 14 octobre 2023, oppose Moreau, un officier de la police nationale hors service, à sa cible, Luc Traoré, 35 ans, agent spécial de la DGSE. Mais avant que cette confrontation ne devienne un cas d'école pour l'IGPN, il y avait une scène de tranquillité absolue. À 14h15, au comptoir parisien de la Défense, Luc Traoré était un professionnel au travail. Son costume était impeccable, sa concentration totale alors que ses doigts parcouraient le clavier de son ordinateur portable. Le cliquetis régulier des touches se mêlait au bruit de fond du café, créant une atmosphère de productivité banale. Il analysait des données, préparant un briefing de sécurité non classifié, une tâche routinière dans une journée d'agent de renseignement. Chaque détail de la scène respirait la normalité, la vapeur s'échappant de sa tasse, la lumière des néons se reflétant sur les formulaires à l'écran, le flux constant de cadres se pressant à l'extérieur. Pour quiconque, il était un client comme un autre, mais pas pour Didier Moreau. Assis à quelques mètres, il observait depuis près de 20 minutes, son esprit transformant la compétence en suspicion et le calme en menace. Il se convainquit qu'il devait intervenir, un jugement erroné qui allait être capturé, archivé et qui déclencherait une chute irréversible. Le bruit des couverts et des conversations feutrées s'estompa lorsque Didier Moreau se leva. Son mouvement était délibéré, empreint d'une assurance que seuls confèrent des années d'autorité incontestée. Il traversa les quelques mètres qui le séparaient de la table de Luc Traoré, sa silhouette projetant une ombre sur l'ordinateur portable. La narration officielle, consignée plus tard dans le rapport de l'Inspection générale de la police nationale, dossier 2023-48-115, noterait que Moreau n'a jamais tenté d'engager une conversation normale. Son approche était celle d'un prédateur, ses yeux fixés non pas sur l'homme, mais sur le stéréotype qu'il avait construit dans son esprit. Il s'arrêta net, les mains sur les hanches, une posture conçue pour intimider. Luc, sentant la présence, termina sa phrase avant de relever lentement la tête, son expression neutre presque interrogative. Le premier échange, capturé avec une clarté glaçante par le microphone directionnel d'une caméra de surveillance située juste au-dessus, établit immédiatement la dynamique. Moreau parla d'une voix basse, mais qui portait, conçue pour être entendue par les tables voisines. « Monsieur, je vais vous demander de partir. Votre présence dérange les autres clients. » C'était un mensonge flagrant. L'analyse des autres caméras a confirmé qu'aucun autre client n'avait montré le moindre signe d'inconfort. Luc ne quitta pas Moreau des yeux. Sa réponse fut calme, mesurée, une simple requête factuelle. Sur quelle base exactement? Cette question, dépourvue de toute émotion, sembla déstabiliser Moreau. Il s'attendait à de la peur, de la soumission ou de la colère, mais pas à une logique froide. Sur la base que c'est moi qui vous le demande. Vous avez un comportement suspect. Il vaut mieux que vous partiez de vous-même. Le mot « suspect » flotta dans l'air, dénué de toute substance. Luc ferma alors son ordinateur portable avec un clic net et précis. Le geste était dénué d'agressivité, mais il signalait un changement. L'analyste concentré avait disparu, remplacé par un homme qui prenait le contrôle de la situation. Il joignit ses mains sur la table et fixa Moreau. « Je suis un client, dit-il, chaque mot articulé avec soin. Je n'ai enfreint aucune règle de cet établissement. Si vous avez un problème avec ma présence, je vous suggère d'appeler le gérant. Si vous estimez qu'une loi a été violée, je vous encourage à appeler la police. » C'était un raisonnement impeccable, une manœuvre qui acculait Moreau dans un coin logique. La frustration déforma les traits du policier hors service. Un léger tremblement parcourut sa mâchoire. Il sortit alors son portefeuille, l'ouvrant pour laisser entrevoir une carte tricolore. « La police, c'est moi, et je vous donne l'ordre légal de quitter les lieux. » Il prononça ces mots avec une finalité triomphante, convaincu d'avoir remporté l'échange. Il ne pouvait pas savoir qu'il venait de commettre une faute professionnelle de catégorie A, une erreur qui serait bientôt chiffrée en dizaines de milliers d'euros.
Que feriez-vous si quelqu'un abusa de son autorité pour vous intimider en public? Racontez-nous dans les commentaires comment vous réagiriez dans cette situation. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire de justice. La présentation de la carte de police par Moreau ne produisit pas l'effet escompté. Luc Traoré ne manifesta ni peur ni surprise. Son regard se porta sur la carte, puis remonta vers le visage de Moreau avec une intensité clinique. Les enregistrements vidéo montrent que Luc pencha légèrement la tête, comme un expert évaluant une pièce défectueuse. Le rapport psychologique ultérieur suggérera que cette absence de réaction a été perçue par Moreau comme un défi direct à son identité et à son autorité. La rationalité de Luc était un mur contre lequel la colère irrationnelle de Moreau venait se briser. « Vous êtes hors service, officier », répondit Luc, son ton toujours aussi égal. « Vous n'avez aucune autorité juridictionnelle pour émettre un tel ordre dans ce contexte. Votre demande est illégale. » Chaque mot était une affirmation factuelle, pas une opinion. Pour Moreau, c'était intolérable. Son monde était binaire, divisé entre ceux qui obéissaient et ceux qui défiaient. Le refus de Luc de rentrer dans l'une de ces cases fit sauter les derniers verrous de son sang-froid. Sa voix monta d'un cran, attirant l'attention de tout le café. « Les gens comme vous ne comprennent jamais rien. Vous croyez que les règles ne s'appliquent pas à vous. » C'était une projection parfaite de sa propre transgression. L'accusation de mépris des règles venait d'un homme qui était en train de les piétiner. Le gérant du café, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Alain, s'approcha prudemment. « Monsieur, y a-t-il un problème ?» Moreau se tourna vers lui avec fureur. « Occupez-vous de votre café, c'est une affaire de police. » Il repoussa symboliquement l'autorité légitime du lieu pour imposer la sienne, illégitime. Pendant ce temps, Luc restait impassible. Il n'avait pas bougé d'un centimètre. L'enregistrement audio capte le son de sa respiration, lente et régulière, un contraste saisissant avec le souffle court et saccadé de Moreau. Luc comprenait parfaitement la situation. Il savait que chaque seconde qui passait, chaque mot agressif prononcé par Moreau était une preuve supplémentaire qui s'accumulait contre lui. Ce n'était plus une altercation, c'était une collecte de données en temps réel. Moreau, voyant que son intimidation verbale et sa carte de police avaient échoué, passa à l'étape suivante. Il sortit son téléphone portable de sa poche. « Très bien, vous l'aurez voulu. Je vais appeler une patrouille pour vous faire embarquer pour trouble à l'ordre public et refus d'obtempérer. » Il commença à composer un numéro, un sourire suffisant aux lèvres. Il était convaincu que l'arrivée de collègues en uniforme mettrait fin à cette résistance insupportable. Il appuya sur la touche d'appel, un geste simple qui allait déclencher une cascade d'événements irréversibles, un acte qui coûterait tout. L'instant où Luc Traoré présenta ses accréditations fut un moment de pure distorsion cognitive pour Didier Moreau. Les caméras de surveillance, avec leur objectivité mécanique, enregistrèrent le changement sur son visage. D'abord une incrédulité totale, puis un éclair de panique, immédiatement étouffé par une vague de colère et de déni. La réalité qui se présentait à lui était si contraire à la narration qu'il avait construite dans sa tête qu'il la rejeta en bloc. Pour lui, un agent de la DGSE ne pouvait pas avoir ce visage, cette couleur de peau. C'était une impossibilité logique qui menaçait les fondements même de ses préjugés. « Usurpation d'identité » siffla-t-il, sa voix tremblante de rage contenue. « Vous croyez pouvoir me faire peur avec une fausse carte? C'est un crime grave, monsieur, très grave. » Luc Traoré ne répondit pas immédiatement. Il laissa l'accusation flotter dans le silence pesant du café. Son calme était une arme. Il rangea lentement son portefeuille d'identification dans la poche intérieure de sa veste, un geste mesuré qui contrastait violemment avec l'agitation de Moreau. « Officier Moreau, dit-il enfin, son ton aussi neutre qu'un rapport d'autopsie. Chaque seconde que vous persistez dans cette voie aggrave votre situation. Je vous offre une dernière chance de vous retirer. » Ce n'était pas une menace, mais un énoncé factuel. Mais pour Moreau, c'était l'ultime provocation. Son esprit ne pouvait plus traiter l'information. Il était piégé dans une boucle de confirmation, incapable de voir autre chose que le stéréotype qu'il avait décidé de confronter. La narration officielle, basée sur l'analyse des 3 angles de caméra, décrirait plus tard cet instant comme le point de non-retour. Moreau, ignorant l'avertissement, sortit de nouveau son téléphone. Son pouce tremblait légèrement alors qu'il composait le 17. Il se tourna vers les autres clients comme pour les prendre à témoin de sa prétendue justification. « J'appelle la police, la vraie », annonça-t-il à la cantonade. « On va voir qui est qui. » Ce geste était son dernier acte de défi, sa tentative désespérée de plier la réalité à sa volonté. Il ne réalisait pas que chaque chiffre composé était un clou de plus dans le cercueil de sa carrière. L'appel fut connecté. La police était en route. L'appel de Didier Moreau à la police nationale fut un acte de pur déni, une tentative désespérée de forcer la réalité à se conformer à ses préjugés.
Il resta debout, le téléphone collé à l'oreille, jetant des regards furieux à Luc Traoré, qui n'avait toujours pas bougé. Le silence dans le café était devenu électrique, chaque client étant désormais un spectateur captif de ce drame inattendu. Moins de 3 minutes plus tard, la porte du comptoir parisien s'ouvrit, laissant entrer 2 fonctionnaires en uniforme. Le premier, le brigadier-chef Dubois, était un homme d'une 50aine d'années dont le visage buriné et le calme apparent témoignaient de 15 années passées dans les rues de Paris. Derrière lui, l'agent Martin, plus jeune, observait la scène avec une attention aiguisée. L'enregistrement de leur caméra piéton, qui deviendrait la pièce à conviction finale du dossier IGPN, capture ce qui suit avec une clarté irréfutable. Moreau se précipita vers eux, le soulagement et la fureur se mêlant sur son visage. « Brigadier, enfin, cet individu refuse de quitter les lieux, il trouble l'ordre public et il se fait passer pour un agent de l'État avec une fausse carte. Je veux qu'on l'embarque immédiatement pour usurpation de fonction. » Sa voix était stridente, ses gestes amples, pointant un doigt accusateur vers Traoré, qui restait assis, l'incarnation même du calme. Le brigadier-chef Dubois ignora complètement l'agitation de Moreau. Son regard balaya la scène, un homme en civil visiblement hors de contrôle et un homme en costume parfaitement maître de lui. L'expérience lui avait appris que la vérité se trouve rarement du côté de l'hystérie. Il s'avança lentement vers la table, son mouvement délibéré forçant un silence respectueux. Il s'adressa directement à Luc Traoré, son ton neutre et professionnel. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'identité, s'il vous plaît ?» Le simple fait d'ignorer Moreau et de s'adresser à Traoré avec courtoisie était déjà une forme de verdict. Luc tendit son portefeuille d'accréditation sans un mot. Dubois le prit, l'examina attentivement, son visage ne trahissant aucune émotion. Il fit un signe de tête discret à sa collègue tout en parlant dans sa radio, sa voix basse et factuelle. Demande de vérification, statut d'agent de la DGSE, nom Traoré Luc. La réponse du central ne tarda pas. Moins de 30 secondes s'écoulèrent, une éternité dans le silence du café. La voix dans la radio crépita, confirmant l'identité et le statut de l'agent. Le visage de Dubois resta impassible, mais son regard se durcit imperceptiblement lorsqu'il se tourna vers Moreau. Il rendit d'abord la carte à son propriétaire. « Toutes nos excuses pour le dérangement, agent Traoré. » Puis il fit face à Moreau. Le changement de ton fut glacial. « Officier Moreau, ça suffit, mettez-vous à l'écart. » Chaque mot tombait comme une sentence. « Vous êtes mis à pied à titre conservatoire, avec effet immédiat. Remettez votre arme de service et votre carte professionnelle au commissariat central sans délai. L'IGPN vous contactera dans la matinée. » Le visage de Moreau se décomposa, passant de la certitude arrogante à une incrédulité blafarde. Il ouvrit la bouche pour protester, mais la voix de Dubois le coupa net. « Maintenant !» L'autorité dans ce simple mot était absolue, ne laissant aucune place à la discussion. Sous le regard de tous les clients, Didier Moreau, l'homme qui avait tenté d'imposer son pouvoir illégitime quelques minutes plus tôt, fut escorté hors du café par les policiers qu'il avait lui-même appelés, sa chute aussi publique que spectaculaire. La révélation de l'identité est le grand tournant de l'histoire. Quelle est la plus grande histoire de justice instantanée que vous ayez vue? Partagez-la dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir l'intégralité financière pour cet officier. L'appel de Didier Moreau à la police nationale fut un acte d'orgueil pur, la dernière manœuvre d'un homme convaincu que l'univers devait se plier à ses préjugés. Il resta debout, le téléphone encore à la main comme un sceptre dérisoire, son regard balayant le café avec une suffisance qui cherchait l'approbation. Il s'attendait à voir de la peur dans les yeux de Luc Traoré, de la déférence chez les autres clients. Il ne vit que du mépris silencieux et une patience glaciale. La tension dans le comptoir parisien était devenue palpable, une sorte de vide sonore où chaque petit bruit, le tintement d'une cuillère, une toux discrète, résonnait avec une intensité anormale. Moins de 3 minutes plus tard, un temps qui parut une éternité, la porte vitrée s'ouvrit pour laisser passer 2 silhouettes en uniforme. Le premier, le brigadier-chef Dubois, était un homme d'une 50aine d'années dont le visage portait la carte de 15 ans de service dans les rues de Paris. Son calme n'était pas de la passivité, mais le résultat d'une expérience qui lui avait appris à lire une situation en quelques secondes. Derrière lui, l'agent Martin, plus jeune, avait le regard vif et attentif de celle qui enregistre chaque détail. L'enregistrement de la caméra piéton du brigadier-chef Dubois, hora daté à 14h40 et 0 secondes, capture la scène avec une précision clinique qui deviendra la pièce maîtresse du dossier de l'IGPN. Moreau se précipita vers eux, son visage un masque de soulagement et de fureur. « Brigadier, enfin! Cet individu refuse de quitter les lieux sur mon ordre. Il trouble l'ordre public et, pire que tout, il se fait passer pour un agent de l'État avec une fausse carte. Je veux qu'on l'embarque immédiatement pour usurpation de fonction et outrage. »
Sa voix était stridente, ses gestes amples, son doigt accusateur pointé vers Traoré, qui n'avait toujours pas bougé, l'incarnation même du contrôle. Le brigadier-chef Dubois, cependant, ignora complètement l'agitation de Moreau. Son regard de vétéran fit ce qu'il faisait toujours, il évalua la menace réelle. Il vit un homme en civil, hors de contrôle, transpirant légèrement, et un homme en costume parfaitement immobile et maître de lui. L'expérience lui avait enseigné une règle simple, la vérité se trouve rarement du côté de l'hystérie. Il s'avança lentement vers la table, son mouvement délibéré, forçant un silence respectueux. Il s'adressa directement à Luc Traoré, son ton neutre et professionnel. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'identité, s'il vous plaît ?» Le simple fait d'ignorer Moreau et de s'adresser à Traoré avec courtoisie était déjà une forme de verdict. Luc tendit son portefeuille d'accréditation sans un mot. Dubois le prit, l'examina attentivement, son visage ne trahissant aucune émotion. Il fit un signe de tête discret à sa collègue tout en parlant dans sa radio, sa voix basse et factuelle. Demande de vérification, statut d'agent de la DGSE, nom, Traoré, Luc. La réponse du central ne tarda pas. Moins de 30 secondes s'écoulèrent, une éternité dans le silence du café. La voix dans la radio crépiqua, confirmant l'identité et le statut de l'agent. Le visage de Dubois resta impassible, mais son regard se durcit imperceptiblement lorsqu'il se tourna vers Moreau. Il rendit d'abord la carte à son propriétaire. « Toutes nos excuses pour le dérangement, agent Traoré. » Puis il fit face à Moreau. Le changement de ton fut glacial. « Officier Moreau, ça suffit, mettez-vous à l'écart. » Chaque mot tombait comme une sentence. « Vous êtes mis à pied à titre conservatoire, avec effet immédiat. Remettez votre arme de service et votre carte professionnelle au commissariat central sans délai. L'IGPN vous contactera dans la matinée. » Le visage de Moreau se décomposa, passant de la certitude arrogante à une incrédulité blafarde. Il ouvrit la bouche pour protester, mais la voix de Dubois le coupa net. Maintenant. L'autorité dans ce simple mot était absolue, ne laissant aucune place à la discussion. Sous le regard de tous les clients, Didier Moreau, l'homme qui avait tenté d'imposer son pouvoir illégitime quelques minutes plus tôt, fut escorté hors du café par les policiers qu'il avait lui-même appelés, sa chute aussi publique que spectaculaire. Il s'avança lentement vers la table, son mouvement délibéré força un silence respectueux dans toute la salle. Il s'adressa directement à Luc Traoré, son ton neutre et professionnel, contournant Moreau comme un obstacle insignifiant. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'identité, s'il vous plaît ?» La simple courtoisie de cette demande était un désaveu cinglant pour Moreau. Luc tendit son portefeuille d'accréditation sans un mot. Dubois le prit, l'examina avec une attention méticuleuse, son visage ne trahissant aucune émotion. Il fit un signe de tête discret à sa collègue, tout en activant sa radio, sa voix basse et factuelle. « Centrale, ici Paris 8e. Demande de vérification prioritaire, statut d'agent des services. Nom, Traoré, Luc. » La réponse du central allait sceller le destin de Moreau avant même qu'il ne comprenne qu'il avait déjà perdu. Le silence qui suivit la communication radio du brigadier-chef Dubois dura exactement 28 secondes. 28 secondes pendant lesquelles le monde de Didier Moreau s'est effondré, bien qu'il ne le sût pas encore. Il observait la scène, une expression d'impatience et de triomphe crispée sur son visage, s'attendant à tout moment à voir Dubois et sa collègue se jeter sur Traoré pour le menotter. Les autres clients du café, eux, semblaient comprendre instinctivement que le véritable jugement était sur le point d'être rendu et qu'il ne viserait pas l'homme assis. La voix dans la radio crépita, claire et dénuée de toute ambiguïté, audible pour quiconque se trouvait à proximité. Reçu Paris 8e. Confirmation positive. Agent spécial Luc Traoré. Matricule 78B41. Direction générale de la sécurité extérieure. Statut actif. Habilitation secret défense. Aucune alerte. Le visage de Dubois resta impassible, mais un durcissement presque imperceptible de sa mâchoire trahit sa pensée. Il avait déjà vu ce genre de situation, cet abus d'autorité par des collègues qui confondaient leur uniforme avec un droit divin. Il se tourna d'abord vers Luc Traoré. D'un geste respectueux, il lui rendit son portefeuille d'accréditation. « Toutes nos excuses pour le dérangement, agent Traoré. Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez déposer une plainte officielle. » Puis, il pivota lentement, faisant face à un Didier Moreau dont le teint était passé du rouge de la colère au blanc cireux de la panique. Le changement de ton fut glacial, chirurgical. « Officier Moreau. » La voix de Dubois était dépourvue de toute collégialité. Elle était celle de la hiérarchie s'adressant à une faute. « Ça suffit, mettez-vous à l'écart. » Chaque mot tombait comme une sentence. « Vous êtes mis à pied à titre conservatoire, avec effet immédiat. »
Conformément à la procédure, vous allez nous accompagner au commissariat central où vous remettrez votre arme de service et votre carte professionnelle. L'inspection générale de la police nationale vous contactera dans la matinée. Moreau ouvrit la bouche, un son étranglé en sortit, un mélange de protestation et de supplique. « Vous ne pouvez pas faire ça, je connais mes droits !» C'étaient les mots d'un homme qui venait de réaliser qu'il n'en avait plus aucun. Dubois le coupa net, son autorité absolue est sans appel. Maintenant. Sous le regard médusé de tous les clients et des caméras qui tournaient, Didier Moreau, l'homme qui avait tenté d'imposer son pouvoir illégitime, fut escorté hors du café par les policiers qu'il avait lui-même appelés, sa chute aussi publique que totale. La porte se referma sur lui, laissant derrière lui un silence assourdissant et le début d'une procédure qui allait chiffrer précisément le coût de son arrogance. La chute de Didier Moreau ne fut pas un drame shakespearien, mais une dissection administrative froide menée sous la lumière crue des néons d'un bureau de l'inspection générale de la police nationale. Le dossier 2023-4815, épais de quelques centimètres à peine, était une machine implacable. L'épreuve était si accablante qu'elle rendait toute défense non seulement inutile, mais pathétique. Les 3 angles de caméra du comptoir parisien, synchronisés à la milliseconde près, formaient un balai numérique de l'arrogance. La caméra piéton du brigadier-chef Dubois offrait une perspective à la première personne de l'effondrement de Moreau, capturant chaque perle de sueur sur son front, chaque tremblement dans sa voix lorsqu'il réalisait que l'autorité qu'il vénérait était en train de se retourner contre lui. Les témoignages des autres clients, y compris celui du gérant, Alain, furent recueillis et concordaient tous. Luc Traoré avait été d'un calme exemplaire, tandis que Moreau avait été l'unique source d'agression et de perturbation. L'enquête de l'IGPN ne dura que 17 jours. La commission de discipline, réunie le 3 novembre 2023, fut une formalité. Devant un panel de ses supérieurs, Didier Moreau tenta une dernière fois de plaider sa cause, parlant d'instinct policier, de comportement suspect, mais ses mots se perdaient face à la réalité implacable des enregistrements vidéo projetés sur un grand écran derrière lui. La décision fut unanime, révocation pour faute grave avec effet immédiat. 22 années de service, une carrière entière, effacée par un arrêté ministériel. La perte de son salaire annuel de 55 000 € n'était que le début du calcul. La véritable facture, celle qui allait le hanter pour le reste de ses jours, arriva par courrier recommandé quelques semaines plus tard. La chute de Didier Moreau ne fut pas un drame shakespearien, mais une dissection administrative froide menée sous la lumière crue des néons d'un bureau de l'inspection générale de la police nationale. Le dossier 2023-4815, épais de quelques centimètres à peine, était une machine implacable. L'épreuve était si accablante qu'elle rendait toute défense non seulement inutile, mais pathétique. Les 3 angles de caméra du comptoir parisien, synchronisés à la milliseconde près, formaient un balai numérique de l'arrogance. La caméra piéton du brigadier-chef Dubois offrait une perspective à la première personne de l'effondrement de Moreau, capturant chaque perle de sueur sur son front, chaque tremblement dans sa voix, lorsqu'il réalisait que l'autorité qu'il vénérait était en train de se retourner contre lui. Les témoignages des autres clients, y compris celui du gérant, Alain, furent recueillis et concordaient tous. Luc Traoré avait été d'un calme exemplaire, tandis que Moreau avait été l'unique source d'agression et de perturbation. L'enquête de l'IGPN ne dura que 17 jours. La commission de discipline, réunie le 3 novembre 2023, fut une formalité. Devant un panel de ses supérieurs, Didier Moreau tenta une dernière fois de plaider sa cause, parlant d'instinct policier, de comportement suspect, mais ses mots se perdaient face à la réalité implacable des enregistrements vidéo projetés sur un grand écran derrière lui. La décision fut unanime, révocation pour faute grave, avec effet immédiat. 22 années de service, une carrière entière, effacée par un arrêté ministériel. La perte de son salaire annuel de 55 000 € n'était que le début du calcul. La véritable facture, celle qui allait le hanter pour le reste de ses jours, arriva par courrier recommandé quelques semaines plus tard. Luc Traoré, agissant non pas par vengeance mais par principe institutionnel, avait déposé une plainte au civil pour discrimination raciale, harcèlement ciblé et diffamation publique. La DGSE, soucieuse de protéger ses agents et de faire un exemple, avait mis à sa disposition les meilleurs avocats de l'État. Face à la perspective d'un procès public qui aurait exposé en détail les failles et les préjugés au sein de ses forces, le ministère de l'Intérieur a vivement encouragé un accord à l'amiable. L'accord, finalisé le 12 janvier 2024, fut chiffré avec une précision chirurgicale, 150 000 €.
La mutuelle de la police couvrit 100 000 €, mais une clause punitive, insistée par les avocats de Traoré, stipulait que les 50 000 € restants seraient prélevés directement sur les droits à la retraite accumulés par Moreau. C'était une dette personnelle, une sanction financière directe pour son acte. La révocation de son statut de fonctionnaire lui interdit à vie de porter un uniforme ou d'exercer une quelconque fonction d'autorité publique en France. Il tenta de se reconvertir dans la sécurité privée, mais son nom était devenu toxique. L'affaire, bien que gérée discrètement par les autorités, avait fuité dans les cercles professionnels. Chaque entretien d'embauche se terminait de la même manière. Une recherche rapide sur son nom, un silence gêné, puis la promesse de le rappeler qui ne venait jamais. Ses anciens collègues prirent leur distance, ne voulant pas être associés à ce cas d'école de faute professionnelle. En quelques mois, Didier Moreau passa du statut de policier respecté à celui de paria social et professionnel, un homme seul avec ses préjugés et une dette colossale. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de Paris, l'agent spécial Luc Traoré dirigeait une opération de contre-espionnage. L'incident du comptoir parisien, pour lui, n'avait été qu'une note de bas de page dans un rapport d'activité, une interruption de 23 minutes dans une journée consacrée à la protection des intérêts nationaux. Son professionnalisme et son calme, loin d'être une faiblesse comme Moreau l'avait perçu, étaient les outils mêmes de son métier, des compétences qui lui permettaient de naviguer dans des situations bien plus dangereuses qu'un café parisien. La justice, dans ce cas, n'a pas été poétique, elle a été mathématique. Elle a additionné les preuves, soustrait une carrière et présenté une facture détaillée. Didier Moreau a-t-il enfin compris que le préjugé a un prix qui se paye jusqu'au dernier centime? Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de Paris, l'agent spécial Luc Traoré dirigeait une opération de contre-espionnage. L'incident du comptoir parisien, pour lui, n'avait été qu'une note de bas de page dans un rapport d'activité, une interruption de 23 minutes dans une journée consacrée à la protection des intérêts nationaux. Son professionnalisme et son calme, loin d'être une faiblesse comme Moreau l'avait perçu, étaient les outils mêmes de son métier, des compétences qui lui permettaient de naviguer dans des situations bien plus dangereuses qu'un café parisien. La justice, dans ce cas, n'a pas été poétique, elle a été mathématique. Elle a additionné les preuves, soustrait une carrière et présenté une facture détaillée. Didier Moreau a-t-il enfin compris que le préjugé a un prix qui se paye jusqu'au dernier centime ?